Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Auteur et illustrateur, il est ce qu'on appelle un monument de la littérature jeunesse. Il vient de publier Alès Blaise, Claude Ponty et l'invité du Grand JT, ce sera en première partie d'émission. Oser le sport autrement, c'est le projet de la Fédération française des clubs omnisports réunis dans un ouvrage. On en parle dans la seconde partie. Vous retrouverez aussi Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est la scénariste Vanessa Ferry. Mais tout de suite, place à l'actualité d'éducation avec Julien Casqui. Bonsoir Julien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par la mise en examen de 8 membres de la Jeune Garde antifasciste, groupuscule d'extrême gauche, pour violences antisémites. Ils sont suspectés d'avoir agressé un adolescent de 15 ans dans le métro parisien le 27 mai dernier. Après avoir assisté à une réunion de la militante franco-palestinienne Rima Hassan, la victime aurait été insultée, traitée de sioniste et frappée à plusieurs reprises. Elle aurait également été forcée de scander « Vive la Palestine » tout en étant filmée. La Jeune Garde antifasciste a été fondée en 2018 par Raphaël Arnaud, fiché S, et qualifiée au second tour des législatives dans la première circonscription du Vaucluse pour le nouveau Front populaire sous la bannière La France Insoumise. L'organisation dément formellement ces accusations. Elle affirme dans un communiqué, je cite, qu'elle s'est toujours engagée contre l'antisémitisme et continuera de le faire. Elle dénonce le caractère politique de cette affaire. Côté éducation, la phase principale des vœux de Parcoursup se termine vendredi 12 juillet. Cette année particulièrement, c'est l'embouteillage. Et oui, plus de 945 000 postulants, soit 30 000 de plus qu'en 2023 sur la plateforme. Parmi ces postulants, des lycéens, des étudiants en réorientation et des candidats à la reprise d'études. Plusieurs raisons expliquent cet afflux. La première, elle est démographique. Il y a eu un léger boom des naissances en 2006, l'année de naissance des lycéens qui postulent aujourd'hui. 13,3 naissances pour 1000 habitants, donc contre 12,8 en 2005. La deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de lycéens qui candidatent alors qu'ils n'y sont pas obligés. Il y a donc un engouement plus fort pour faire des études supérieures. Enfin, les formations se sont multipliées sur Parcoursup. Elles ont quasiment doublé de niveau. Des fermetures de classes annoncées, Julien, à la rentrée 2024, mais pas pour celle du collège Avicenne. À Nice, la justice annule la fermeture du collège musulman Avicenne. Effectivement, il pourra donc accueillir ses élèves à la rentrée prochaine. C'est ce que vient de décider le tribunal administratif de Nice. Il considère que si le collège a commis des irrégularités dans sa comptabilité, elles ne sont pas de nature à fermer définitivement l'établissement. Ce jugement se base sur la loi séparatisme de 2021, cette loi qui oblige les collèges et les lycées hors contrat, comme c'est le cas du collège Avicenne, à informer l'administration de ses financements. Or, le collège avait tardé à transmettre la source de ses revenus et donc, selon le tribunal, ce retard ne constitue pas une faute suffisamment importante pour le fermer. Le collège Avicenne est situé dans un quartier défavorisé de Nice et accueille une centaine d'élèves depuis le début de la procédure judiciaire. Il a vu ses inscriptions bondir de 30%. Il demande désormais à passer sous contrat avec l'État français, ce qui impliquerait un contrôle plus étendu des autorités publiques. Les professeurs de sciences économiques s'alarment de l'allègement des programmes à la rentrée prochaine. Dans une tribune publiée dans Libération, ils s'opposent à la décision du ministère de l'Éducation nationale de supprimer des thèmes entiers de la spécialité SES en terminale. Alors parmi ces thèmes, l'histoire des crises financières, la protection des services publics ou l'influence du système scolaire dans une société démocratique. Les enseignants de SES appellent à ce que ces allègements soient revus et rediscutés. Ils souhaitent réécrire le programme pour garantir, je cite, la capacité des lycéens à exercer une citoyenneté éclairée. On part à Strasbourg maintenant avec un nouveau recteur qui vient d'être nommé, l'ancien ministre du Logement, Olivier Klein. Il retrouve ses premières amours. L'ancien professeur de physique-chimie a été nommé en Conseil des ministres, chef des services de l'éducation en Alsace, soit plus de 320 000 élèves sous sa responsabilité. Olivier Klein, qui a été ministre pendant un an, de 2002 à 2023, restera maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Assure son entourage, Olivier Klein a été professeur donc et puis principal adjoint d'un collège. On finit par le carton en salle de cinéma du film Monte Cristo.
Plus d'1 million de spectateurs en moins de 7 jours après sa sortie. Le Comte de Monte Cristo est en train d'affoler les compteurs. Il bénéficie de la fête du cinéma qui se termine demain et qui permet d'acheter son ticket seulement à 5 €. Une fête du cinéma qui pourrait atteindre son record cette année, comme nous l'explique Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. C'est d'ores et déjà un formidable succès. Dès le premier jour, il y a eu 1 400 000 spectateurs qui sont rendus au cinéma. C'est le meilleur score depuis plus de 10 ans. Et ça continue. Chaque jour, il y a plus de spectateurs et chaque jour, on bat les records. On ne sait pas évidemment à combien on va arriver, mais ça sera probablement au-delà des 4 millions de spectateurs. Et cette fête du cinéma est portée par d'autres films comme Vice Versa 2, Sans un bruit ou Un petit truc en plus qui vise désormais les 10 millions de spectateurs. Merci beaucoup Julien. Il y en a des générations qui ont grandi avec les dessins et les histoires de Claude Ponty, des monstres doux, des paysages poétiques et puis une force transmise aux enfants grâce à une imagination et un talent désormais bien célèbre. L'auteur et dessinateur de livres jeunesse Claude Ponty vient de sortir Alez Blaise à l'école des loisirs et il est notre invité. Blaise, le poussin masqué, est exceptionnel. Il peut faire toutes sortes de bêtises sans crainte de se faire disputer, ça n'arrive jamais, puisqu'il suffit qu'il ôte son masque pour qu'on ne sache pas qui il est. Il est pratique, ben oui, forcément, il est pratique ce petit masque. Il peut aussi être le roi des sports, poète, dresseur de monstres, accomplir des exploits uniques au monde, et même critiquer son propre auteur, qui n'est autre que Claude Ponty. Bonjour Claude Ponty. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on parle de Blaise le Poussin, forcément pour ce livre que vous avez écrit, Alez Blaise, un livre absolument magnifique, paru aux éditions de l'école des loisirs. Blaise le Poussin, d'où vient cette obsession pour les poussins qui, on peut le dire, parcourt toute votre œuvre, Claude Ponty? J'ai commencé à un moment dans mon premier livre à avoir besoin d'éléments perturbateurs. J'ai mis des poussins et puis en fait ils m'ont pas quitté. Mais j'y peux rien. Des éléments perturbateurs, des animaux qui sont là, vous l'avez dit, j'ai beaucoup lu sur votre œuvre bien sûr, sur ce que vous avez dit sur ces petits poussins. Vous les comparez effectivement à ces petits poussins que l'on voit qui se grimpent l'un au-dessus de l'autre, ces enfants qu'on voit souvent dans les crèches et qui se perturbent, à la fois se découvrent, à la fois se titillent, se chamaillent. C'est vrai, vous êtes bien documenté. Cet élément perturbateur dont j'avais besoin, évidemment, je ne pouvais pas prendre des choses qui existaient déjà, comme les Schtroumpfs ou les Sept Nains, parce que je voulais justement des éléments de ce genre-là. Et c'est en conduisant ma fille toute petite à la garderie. À l'époque où il n'y avait pas de plan Vigipirate, donc on pouvait aller jusqu'au bout de la crèche. Et donc on m'arrivait dans une pièce couverte de moquettes, de coussins, d'oreillers, de tas de choses douces et agréables, avec plein de petits je ne sais plus comment s'appelle ce vêtement que portent les enfants. En culotte courte, c'est ça? Non, mais vous savez où il y a les pieds attachés. En grenouillère. Voilà, en grenouillère. Et ils étaient en grenouillère, il y avait des jaunes, des rouges, des verts. Et effectivement, ils se grimpaient dessus, se marchaient dessus, se bavaient dessus, ils se faisaient des câlins. Et ça me rappelait les cajots de poussins à vendre sur les marchés que j'avais pu voir quand j'étais enfant. C'était le même bazar, à la fois tendre et quand même avec des petites pattes pour se marcher dessus. Un bazar à la fois tendre et qui veut dire beaucoup de choses, parce que c'est la notion de mouvement qui revient aussi beaucoup dans vos livres, dans votre œuvre en général. Et c'est, j'ai eu le sentiment en tout cas, et je crois que c'est partagé, l'enfant qui ne cesse de découvrir finalement. Oui, je me rends compte avec les questions qu'on me pose et le temps qui a passé qu'effectivement, le point essentiel que je peux avoir dans les livres que je fais pour les enfants, c'est que les enfants sont des personnes en train de se construire,
grandir, d'expérimenter, d'apprendre, de découvrir. Donc, c'est en fait, effectivement, c'est la base de ma façon de les voir et de leur parler. Alors je le disais, hein, Blaise qui donc revêt un masque, là on arrive à le découvrir, pardon j'ai les feuilles qui tombent, on arrive à le découvrir en même temps voilà, sur cette image, mais on le découvre au cœur effectivement de ce livre absolument génial, un poussin qui peut revêtir tous les masques. Est-ce que c'est une façon de dire aussi que l'enfant peut être, tous les enfants, peut être multiple en fait, peut avoir plusieurs visages et en même temps être lui-même? Oui, c'est le gros avantage de la chose, c'est que d'une part, le masque permet de faire des choses sans être découvert, surtout si on arrive à faire une bêtise avec le masque et à l'enlever assez rapidement après sans qu'on vous reconnaisse. Mais c'est vrai qu'aussi grandir, être enfant, se positionner dans le monde, essayer de comprendre sa place et de pouvoir s'installer, voir son rapport aux autres et à soi-même, c'est bien de pouvoir expérimenter des tas de masques, donc des tas de personnalités ou d'identités différentes, en tout cas de se sentir libre de pouvoir le faire. Claude Ponty, vous avez vraiment une place très particulière dans le cœur de tous les Français. Vous êtes vraiment une légende absolue du livre jeunesse. Vos dessins sont connus partout. C'est vrai qu'on a tout de suite le cœur et les yeux qui s'émerveillent à la lecture et on le voit avec cette couverture, cette fleur magnifique. On va y venir, bien entendu. Mais dire les choses autrement, vous avez un langage particulier, Claude Ponty, un langage... je pourrais peut-être dire que seuls les enfants peuvent comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture que j'ai aujourd'hui de ce livre, ou en tout cas de vos livres un peu plus anciens, n'était pas la même du tout que celle que je faisais quand j'avais 8-9 ans. C'est un langage qui est propre aux enfants. On a l'impression que vous seuls les comprenez. Bah, écoutez, en fait, tout ça, c'est pas très réfléchi ou très fait exprès. C'est que j'ai été très attentif à la façon dont ma fille petite pouvait acquérir le langage, comment elle parlait, elle apprenait des mots, des concepts, comment elle parlait avec ses amis, et c'était extrêmement intéressant et fascinant. Mais je crois que aussi, on en revient au fait qu'un enfant, un petit, est en train de se construire et d'apprendre. C'est que pour un enfant, tous les mots sont bizarres. Pour nous, c'est évident qu'une pomme s'appelle une pomme, etc. Mais pour un enfant, quand il est petit, c'est totalement arbitraire. Évidemment, il ne va pas le penser comme une chose arbitraire, mais il va le penser comme une chose qu'il doit retenir. Mais si au lieu de lui dire qu'une pomme s'appelait une pomme, on lui disait ça s'appelle un plouc, eh ben, il demanderait un plouc pour avoir une pomme. Donc la difficulté ou la complexité que peut représenter le vocabulaire que j'emploie, en fait, ça n'est une difficulté que pour les adultes. Je leur conseille de lire à haute voix, ça rend les choses plus faciles. C'est exactement ce que j'ai fait, parce que lorsque j'ai lu, encore une fois, Incroyabilicieuse, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est la malice, c'est l'incroyabilité, c'est le giga-grantesque. Tous ces mots-là, c'est des mots qui, tout de suite, qui amènent l'imaginaire, qui amènent la folie, et en même temps, qui surtout réinventent et amènent quelque chose de très important, et dont on va parler maintenant aussi, cette notion de courage. C'est-à-dire que les enfants ont tous un courage en eux. Et vous le dites à chaque fois. Les enfants font beaucoup ça. Ils inventent les mots dont ils ont besoin. Ils peuvent faire effectivement des mots valises ou des tas d'assemblages de ce genre-là. Et c'est vrai que c'est souvent passionnant de voir comment ils font et de se servir de la même chose. Et puis cette notion d'humour qu'il y a en permanence dans toutes vos œuvres, Claude Ponty, on retrouve toujours ce sourire, cette ironie parfois, cette douceur aussi, mais cette capacité à sourire, probablement qui est d'ailleurs liée au courage. Et quand je vois Blaise a le bec fin, forcément ça prête à sourire.
Les enfants ont énormément d'humour et ont énormément d'agilité et d'esprit et ils sont capables de vivre et de comprendre des situations qui peuvent être un peu complexes, mais qu'on peut vivre à la fois avec humour et difficulté. C'est pas, on n'est pas obligé d'être triste ou malheureux parce que quelque chose est difficile. Vous voyez, c'est pour moi, ça paraît assez simple. En plus, c'est vrai que j'ai un petit côté rire des dieux, c'est ce qu'on appelait comme ça autrefois, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, quand c'est vraiment grave et vraiment difficile, je trouve que ça me fait rire. C'est plus facile de rire et d'affronter la difficulté en se disant quelque chose du genre, bon, bah voilà, là, c'était quand même dur, mais maintenant, avec ce qui se passe, c'est encore plus dur. Et bah, ça me donne envie de me battre et de rigoler avec ça. Parlons des choses difficiles justement et de la difficulté de la vie pour de nombreux enfants. L'imaginaire des monstres est omniprésent dans vos œuvres. Ce monstre, c'est probablement celui que vous avez connu dans l'enfance. Vous en avez parlé hein, déjà. Vous avez confié les abus dont vous avez été victime enfant, notamment lors d'une autobiographie. Vous avez réussi à vous relever et à en faire, j'allais dire, une force, en tout cas un courage par le biais du dessin, par le biais de la parole et de cet univers jeunesse que vous avez su recréer. Est-ce que mettre de l'humour justement aussi là, du sourire, c'est, comme dirait, je crois que c'est Duhamel, la politesse du désespoir? Oui, je crois que c'est l'humour. Au départ, c'était l'humour noir, c'était la politesse du désespoir. Pour moi, ça remonte au surréaliste. Mais je pense que oui, c'est même une politesse envers la vie. Moi, bon, évidemment, j'ai eu des difficultés, mais j'en fais pas non plus une carte d'identité en ce qui me concerne. Mais je dirais que j'ai eu l'extrême chance d'être très bon en dessin, tout petit, et d'être reconnu comme très bon en dessin, y compris par les gens méchants, qui étaient méchants envers moi. Et ça m'a donné une forteresse où j'étais totalement inatteignable. Et ça m'a permis d'exister et de pouvoir dire des choses sans les dire, parce que pour ce qui est d'écrire, il m'a fallu 35 ans pour y arriver. Mais dessiner, j'ai toujours pu le faire et j'ai toujours pu être totalement, absolument moi-même et envers et contre tous. L'importance du dessin, c'est vrai que c'est assez immédiat, c'est-à-dire que par les mots, on peut encore peut-être prendre des virages. Le dessin, c'est immédiat, c'est direct. Oui, j'ai fait pas mal de dessins de presse, ce qui m'a d'ailleurs été extrêmement utile en termes d'apprentissage et de savoir dire exactement ce qu'il y a à dire. C'est qu'en dessin de presse, c'est très clair. Vous faites un dessin, il marche ou il ne marche pas, c'est totalement immédiat. Vous faites un article sur le même sujet, parfois, il faut en lire une vingtaine de lignes avant de se dire, oh ben non, finalement, c'est raté. Donc, un dessin, c'est immédiatement raté. Vous avez effectivement démarré à l'Express, hein, je crois, en tant qu'illustrateur, dessinateur. Et puis le dessin, vous l'avez dit, c'était effectivement une passion très très jeune, dès l'enfance. Aborder des sujets difficiles, comme vous l'avez fait effectivement via le dessin et surtout via les traits d'humour, c'était pour vous capital, pour que les enfants puissent aussi avoir des échanges avec leurs parents, leur famille, tous ceux qui allaient lire ces livres avec eux? Je sais pas trop comment vous répondre. C'est-à-dire que la vie étant ce qu'elle est, il y a des façons différentes de l'apprendre et de l'apprendre, et l'apostrophe. Sans humour, ça vaut pas le coup. Non, je sais pas comment vous répondre. Ça vaut pas le coup sans humour.
En tout cas, ça amène de la distance, c'est certain, et peut-être le recul nécessaire pour pouvoir mieux intégrer et comprendre. Ce que vous cherchez à transmettre à travers vos textes, à travers vos illustrations, Claude Ponty, c'est peut-être de prendre conscience de la confiance qu'on peut avoir en soi, du potentiel qu'on a quand on est enfant? Oui, là je peux vous répondre quasiment a posteriori, c'est-à-dire que en faisant les livres, en travaillant les textes, j'ai pas ça en tête, mais en réfléchissant sur ce que j'ai fait et comment je le fais, je crois qu'effectivement c'est bien ça. La confiance en soi est probablement un des nœuds de l'affaire en ce qui concerne la construction de soi d'un enfant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident. C'est pas évident. Beaucoup de parents, beaucoup de sociétés, beaucoup de cultures ont sont dans le, comment je peux dire ça, n'ont qu'une idée, c'est de fabriquer l'enfant ou la personne dont ils rêvent, et l'enfant, lui, a rien à voir avec ça. Oui, c'est ça, c'est cultiver la personnalité de l'enfant, finalement, ne pas avoir peur d'expérimenter, peut-être. Oui, cultiver la personnalité de l'enfant, il faut déjà avoir compris quelle personnalité on a soi-même, comment on fait avec. Un enfant se fait pas non plus tout seul. Un enfant fabrique ses parents, les parents fabriquent l'enfant, puis le monde entier fabrique l'enfant. Mais s'il n'a pas une autonomie de pensée, une résistance, une capacité de réfléchir et surtout une énorme confiance en lui-même, il n'y arrivera pas. Ou il aura beaucoup de mal. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à me lancer dans le, appelons ça le domaine artistique, faire de la peinture, être artiste, beaucoup de gens me disaient, mais oui, quand même, pourquoi se lancer là-dedans? Il y en a tellement, il y a tellement de génies avant toi. Qu'est-ce que tu crois que tu vas pouvoir montrer? En fait, la question, c'était pas comme ça. C'était juste que j'avais à faire. Et j'ai fait. Et encore une fois, j'avais une énorme confiance en moi qui pouvait passer pour de l'arrogance auprès de certains parce que j'avais ma forteresse personnelle. Une forteresse ultra nécessaire, bien entendu. Un enfant, est-ce qu'il voit la même chose selon vous qu'un adulte? Est-ce qu'il perçoit les mêmes idées, les mêmes mots? Que les mêmes mots et les mêmes idées que qui? Qu'un adulte? Non. Non, bien sûr que non. L'enfant est en découverte. Il est à la fois dans l'acceptation des choses, c'est-à-dire que il regarde dehors, il fait chaud, il fait froid, c'est comme ça. Il y a un soleil, il y a la lune, il y a le ciel. Et il entre dans le monde, il le conçoit comme ça, mais il est en permanence dynamique. Il est sans arrêt en train d'évoluer, de comprendre, d'intégrer. Je parle là quand même un petit peu de façon idéale et donc très dynamique. Alors que la plupart des adultes, moi y compris, on est bloqué. On a intégré un certain nombre de rigidités dont on a du mal à sortir. Le bonheur que peuvent apporter les enfants, c'est d'avoir justement des visions fraîches, sans préjugés, sans a priori par rapport au monde. Imaginaire extrêmement poétique que vous cultivez effectivement aux aléas des différentes œuvres que vous avez créées. On observe un jeu constant entre à la fois les sons et les sens, la fiction et la réalité, ce qui est propre évidemment aux enfants, peut-être un peu moins aux adultes. Est-ce que c'est à nous de le cultiver davantage ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais si c'est un rapport entre la réalité et la fiction, les rêves, la façon de voir ou de détourner, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mieux et de plus fort que la fiction ou le conte pour parler de la réalité.
Dernière question, lors d'un échange que vous avez eu avec, alors je ne sais pas comment se prononce son nom de famille, Tommy Ungerer ou Ungerer, je ne sais pas, vous insistez sur l'importance de la mise en couleur. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, notamment, donc je le rappelle, dans Alès Blaise, sorti à l'école des loisirs, ce travail des couleurs, ce travail d'un coup de projection, comment vous l'expliquez-vous? Vous parlez d'extase et lui parle de transe. Alors là, c'est purement personnel et physique. Moi, je mets des couleurs à l'aquarelle. Donc, il faut un excellent pinceau, il faut un excellent papier, il faut d'excellentes couleurs. Je n'ai pas été jusqu'à choisir l'eau, mais bon, il faut quand même de l'eau pure. Mais le pinceau s'apprivoise et m'apprivoise. Le papier, il faut le comprendre, il faut le sentir. C'est un énorme ressenti, la mise en couleur. Mais l'aquarelle a une particularité, c'est que il faut nourrir le papier. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas comme beaucoup de gens font de l'aquarelle en mettant la couleur d'un coup. Je la mets petit à petit en plusieurs fois et la couleur pénètre dans le papier et finit par pouvoir être extrêmement intense. Et c'est vrai que le moment où le pinceau, le papier, la couleur, l'eau et moi, on est en accord, c'est un moment effectivement de grande jouissance, c'est un moment extatique, mais c'est juste que c'est être en pleine possession de ses moyens et des moyens physiques et d'en avoir confiance. Merci beaucoup Claude Ponty d'avoir participé au Grand JT. Merci pour votre temps, merci pour votre talent aussi. Vous serez donc le parrain de la nouvelle édition du festival Partir en livre du 19 juin au 21 juillet 2024 à l'occasion des 10 ans du CNL. Vous êtes à l'affiche du festival d'ailleurs que vous avez créé. Claude Ponty, Alès Blaise à l'école des loisirs, et puis toute votre œuvre est à retrouver qui est absolument démentielle, gigantesque et précieuse. Merci pour tout cela Claude Ponty. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. On marque une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Denis Lafou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la Fédération française des clubs omnisports. Merci d'être avec nous. Vous venez aussi pour cet ouvrage « Oser le sport autrement » paru chez Amphora avec la Fédération française donc, des clubs omnisports. Un ouvrage pour placer avant tout le plaisir, le désir et l'envie au cœur de la pratique. C'est vrai que oser le sport autrement, je l'aurais imaginé surtout au cœur de la société, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Alors oui, le sport est au cœur de la société sur plein de sujets. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui est repris au travers de cet ouvrage, avec l'apport de pas mal d'experts, de pas mal d'observateurs un peu vigilants sur le sujet sport. Aujourd'hui, le sport, il est très au cœur des politiques publiques. Il est utilisé pour tout, il est utilisé pour l'insertion, pour la féminisation, etc. Et donc on a souhaité porter un ouvrage autour de la littératie physique qui finalement est la retranscription d'un certain nombre de concepts portés au sein des clubs omnisports, puisque les clubs omnisports finalement ils sont au cœur de la société, au cœur de l'action du territoire. Alors vous avez dit un mot qu'on ne prononce pas beaucoup, assez peu souvent, qui s'appelle la littératie. Redites-moi, ça veut dire quoi ? La littératie physique. Littératie. Alors, la littératie physique, c'est un concept qui nous vient essentiellement du Canada, qui est un concept encore très intimiste sur le territoire national, mais qu'on développe beaucoup au niveau de la fédération, à la fois au national, donc sur l'ensemble de notre territoire, mais aussi à l'international en Europe, notamment en Europe francophone, puisqu'on est sur pas mal d'échanges internationaux. On est d'ailleurs aussi sur des échanges avec... on a été sur un congrès à New York, à Brisbane, etc. pour porter ce sujet-là. C'est quoi la littératie ? C'est simplement un concept autour de 4 composantes. L'affectif, c'est la confiance que l'on a sur sa pratique physique, c'est l'appétence qu'on va en avoir, c'est la compréhension de ses capacités physiques, c'est la connaissance et le savoir qu'on peut avoir autour de l'activité. Globalement, c'est tout simplement être en capacité d'appréhender sa pratique tout au long de la vie. Et ça, nous, on souhaite l'inscrire dès le plus jeune âge, dès l'enfance. C'est aussi pour ça qu'on travaille sur les écoles omnisports. On a d'ailleurs tout un chapitre sur le déploiement des écoles omnisports, la pratique multisport dès le plus jeune âge, parce que ça nous permet, plus tard, en tant qu'adultes, d'avoir une confiance dans ses capacités, une connaissance de ses compétences, et de pouvoir s'engager dans une pratique quotidienne. Pour autant, on a l'impression qu'en France, effectivement, le sport est un peu mis de côté. Vous le disiez en début d'échange, il est au cœur de la société. Nous, en tout cas ici, sur le Grand JT, on en parle très souvent et on essaye de faire en sorte que le sport et l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires soient beaucoup plus présentes. On a l'impression que d'autres pays sont beaucoup plus à même de le faire et ils sont beaucoup plus, portés sur cette notion de sport. Pourquoi ? Alors 2024, c'est une année où le sport est au cœur de tous les sujets d'actualité pour 2 raisons. Paris 2024, bien entendu, tout le monde en entend parler. Et puis, l'activité physique et sportive, c'est la grande cause nationale 2024. Donc, on a pas mal d'actions qui sont développées sur tout le territoire français autour de ça. Mais ce livre, il se place plutôt dans la suite, dans l'héritage de Paris 2024 et dans la continuité de la grande cause nationale. Parce que, et là je vous rejoins complètement, certains pays ont réussi ce que nous on n'a pas réussi, c'est-à-dire que nous on a besoin de grands événements comme les Jeux Olympiques pour mettre le sport au cœur des sujets d'actualité, alors que dans certains pays, notamment les pays du nord de l'Europe, l'activité physique, plus que le sport, l'activité physique quotidienne, l'activité physique et sportive, elle s'intègre dans l'usage du quotidien. Un exemple tout simple, c'est chez nous en France, c'est très compliqué d'aller à l'école en vélo. C'est très compliqué d'aller à l'école en vélo parce qu'on n'a pas pensé les trajets pour pouvoir y aller en vélo, on n'a pas ce réflexe d'aller sur une pratique à vélo, ce qui n'est pas du tout le cas dans plein d'autres pays. Alors on cite souvent le Danemark, mais pas que. Les Pays-Bas, les pays du nord de l'Europe en général, ont cette pratique quotidienne. C'est une activité physique quotidienne qui s'intègre dans la vie du quotidien. Et si on doit faire un parallélisme avec l'éducation de manière générale, l'instruction, le niveau scolaire, on voit bien que la réussite des pays du Nord aussi est peut-être liée effectivement à la présence du sport aussi au quotidien. Oui, alors ce qu'on prône aussi au sein de la fédération, c'est que l'activité physique et sportive, et donc ce concept de littératie physique, il contribue à constituer, je dirais, un enfant complet. C'est-à-dire qu'à côté de tous les autres apprentissages, s'intégrer dans un apprentissage de l'éducation physique et sportive, de l'EPS à l'école, dès le primaire, dès même la motricité à l'école maternelle, en complémentarité de l'action que peuvent faire les clubs, ça va contribuer à former cet enfant
complet, en tout cas dans son éducation. Oui, parce qu'il faut redire que le sport, c'est pas seulement courir, c'est pas seulement se dépenser, c'est pas seulement performer, c'est aussi des valeurs de respect, de citoyenneté, et c'est ce qui est transmis aussi à travers ça. Tout à fait. Au-delà de la compétence physique dégagée par l'apprentissage de l'activité physique et sportive, effectivement, il y a tout un tas de valeurs. Alors, on a souvent mis en avant, et c'est la période actuelle, on met en avant les valeurs liées à la compétition, le dépassement de soi. Pour les JO, c'est normal. Pour les JO, c'est normal. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a aussi plein d'autres valeurs qui peuvent être transmises par l'activité physique. Et la première d'entre elles, c'est simplement la confiance en soi. Cette activité physique, elle contribue à prendre confiance en soi, à pouvoir s'exprimer. Elle contribue aussi à développer du lien social. Enfin, il y a plein de sujets qui sont finalement hyper intéressants autour de la construction de cette activité physique et quotidienne. Physique et sportive quotidienne. Pardon. Et puis cette notion du collectif qui est essentielle. On est à l'aube du second tour des législatives, au moment où la France est divisée, au moment où la France se trouve dans une situation compliquée. Est-ce que ce n'est pas ces notions qui sont des valeurs simples, mais qui sont des valeurs ancrées, justement de collectif, qu'il faut pouvoir promouvoir sans cesse? Oui, je pense qu'effectivement, le sport, il aide à faire société. L'activité physique en général, mais les valeurs transmises par l'activité sportive aident à faire société. Et on est dans une période où on a besoin justement de ça, de faire société. Et pour ça, on n'a pas que les activités collectives. On n'a pas que les sports collectifs, même le sport individuel, c'est tout un tas de personnes qui sont autour d'un athlète, qui travaillent collectivement autour de la performance de l'athlète. Donc peut-être faire reconnaître aussi le rôle clé des enseignants d'éducation physique et sportive à l'école. Tout à fait. Et ne pas limiter trop le nombre d'heures d'activité physique et sportive dès le primaire. Dès l'école élémentaire. Parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à le positionner comme une activité ou comme un apprentissage secondaire. Et nous, on en est convaincus, c'est un apprentissage qui, au même titre que le français ou les maths, va permettre une meilleure éducation, un progrès de l'enfant et une meilleure adéquation de l'enfant au système scolaire. C'est-à-dire que quand on a confiance en soi, quand on est plus épanoui, finalement, les apprentissages, ils se font plus naturellement. Alors, l'école, évidemment, on en parle. Le sport, vous le dites, c'est peut-être pour la vie. Mais grâce à l'école Omnisport, le sport, ce sera pour les vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, tout au long de sa vie, on va avoir différents temps de vie. On va avoir le temps où on est à l'école, on va avoir le temps où on est sur l'activité professionnelle, on va avoir le temps où peut-être on va être en difficulté en termes de santé, puis il va y avoir le 3e ou voire le 4e âge. Et finalement, si dès le départ, on a intégré l'activité physique et sportive dans sa vie du quotidien, dans son apprentissage dès le plus jeune âge, finalement, tout au long de cette différente vie, on va pouvoir avoir une logique de pratique qui va finalement faire qu'on va aller mieux. On parle aussi d'écologie du sport dans le livre, ça m'a assez frappée. C'est vrai que c'est un thème qui est très très important pour tout le monde bien sûr, mais notamment pour les jeunes, on l'a vu pendant la présidentielle. Parler d'écologie, de lier en fait ces thématiques très fortes aussi, c'est une façon de repenser son quotidien, c'est-à-dire ses voyages, sa façon de dépenser, mais dépenser son argent comme se dépenser son corps. Tout à fait. Le sport et l'écologie finalement sont liés de deux manières, à la fois sur comment le sport impacte son territoire, mais aussi comment le sport peut finalement contribuer à un meilleur développement, à une meilleure adaptation à son écosystème et à son territoire. Je le disais tout à l'heure, le déplacement à vélo, c'est aussi des pratiques douces, des mobilités douces qui sont moins impactantes. On a tout un tas dans nos fédérations de politiques qui sont menées sur comment on améliore, par exemple, je pense à la fédération d'athlétisme sur les trails, etc., le ramarchage, etc., qui sont des activités où finalement on va contribuer, où le sport va contribuer à la protection de l'environnement. Et puis, on a tout un travail qui est fait sur, par exemple, les grands terrains de jeu, comment on fait en sorte que l'arrosage soit mieux maîtrisé, les activités golfiques, etc. Donc, le sport agit sur ces deux éléments-là. Et nous, on est convaincus que si, dès le départ aussi, dans l'apprentissage, on ancre dans la réalité des enfants que notre pratique, elle a un impact sur la nature, sur l'écosystème qui est autour de nous, c'est aussi des éléments de gagner pour sa vie d'adulte. L'inclusion, une notion clé qui est très présente dans le sport, on le voit, d'ailleurs on le voit avec les JO, en fait c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques, on est vraiment dans une union effectivement du sport, et ces enfants en situation de handicap, tout comme adultes d'ailleurs, se retrouvent en fait pris dans cette espèce d'union, je le disais, des forces vis-à-vis du sport et du bien-être au quotidien. Comment vous avez fait pour pouvoir promouvoir l'inclusion partout et tout le temps?
Alors, au niveau des clubs omnisports, on est en train de développer un dispositif autour du parasport avec toujours la même logique, qui est la logique du multisport. Donc, on développe ce qu'on a appelé les handischools sports, c'est-à-dire des écoles multisports pour les enfants, dans lesquelles on va pouvoir intégrer des jeunes en situation de handicap, des personnes qui ont des déficiences et qui vont pouvoir pratiquer aux côtés de personnes valides différentes activités sportives en évoluant dans différents milieux, puisque c'est aussi ça le concept de la littératie physique, c'est la connaissance des différents milieux, dans l'eau, sur terre, dans du sable, etc. Et donc ça, on essaye de travailler sur cette pratique partagée. Alors, certains la nomment handivalide, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir, dès le départ, dès l'enfance, travailler sur une logique de pratique partagée pour que finalement, on efface assez vite ces différences. Mais voilà, j'aurais appris un mot aujourd'hui, la littératie. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau, Denis Lafou. Je rappelle que vous êtes directeur général de la FFCO. Et ce livre que vous devez lire, bien sûr, Oser le sport autrement, paru aux éditions Amphora, avec des pistes pratiques pour le sport de demain. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci vous. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invitée est la scénariste Vanessa Ferry. Est-ce que, là, tu es comédienne, mais est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver? Journaliste. Ouais. J'aurais aimé poser des questions? Exactement, exactement. Ouais, non, journaliste. D'ailleurs, j'ai fait une licence de journalisme. Ah oui? Ouais. Donc ouais, non, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Moi, j'ai lu que tu étais danseuse de formation. Alors oui, parce que j'ai fait le conservatoire de danse en même temps que le lycée. J'ai fait sport-études. Ça aussi, c'était un rêve de petite fille? Ouais. Moi, j'ai fait de la danse depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, C'était danse classique, moderne? J'ai fait moderne jazz, j'ai fait des claquettes, j'ai fait du classique et j'ai même fait du hip-hop. Une danseuse complète. Oui, enfin, me demande pas de tourner sur la tête maintenant, j'ai plus le physique pour. Mais t'as pas poursuivi dans cette voie-là? J'ai bossé pour une compagnie de danse, j'ai fait plein de petits boulots avant de devenir comédienne. J'ai bossé pour une compagnie de danse à Lyon qui s'appelle la compagnie Cafig, que j'adore et j'ai adoré, mais très vite en fait le théâtre est venu dans ma vie en fait. Je suis pas allée le chercher. Et comment la comédie arrive dans ta vie? Eh bien au Festival d'Avignon en 98, ma maman habitait à Avignon justement. Coupe du Monde exactement. Et j'ai rencontré à l'île Vardar. D'accord, ah oui, donc ça fait 25 ans qu'on a mis. J'ai rencontré aussi Stéphane Cazès, Florence Foresti à l'époque et tout. C'est vrai qu'elle a démarré à Lyon. Ouais. Et en fait, je faisais encore mes études de licence de journalisme et j'étais régisseuse dans un café-théâtre à Lyon. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je les vois faire et que je me marre et que je dis vas-y, écris et puis j'y vais quoi. Et t'as écrit quoi alors? J'ai écrit une pièce qui s'appelait Radio Clash, qui était sur le milieu de la radio. Et parce que tu faisais de la radio aussi. Oui, je faisais des voix beaucoup, et j'en fais toujours. Et puis après j'ai écrit des sketchs et j'ai fait pas mal de festivals, de plateaux, voilà. Et c'est comme ça que le programmateur de Bouvard, à l'époque des grosses têtes, me contacte. Je monte à Paris faire les grosses têtes et c'est Coé l'invité. Et de là, Coé m'a ouvert les portes de la télé. Coup de foudre amical? Ouais. On a bossé 4 ans ensemble et il a produit mon One. Ah oui, quand même. Ouais. Donc c'était cool. Est-ce que tu as suivi une formation particulière? J'ai juste fait de l'improvisation. Voilà. Et je crois que c'est la meilleure école. T'en as fait combien de temps? De l'impro, j'en ai fait facile 7 ans. Ouais, j'ai adoré. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis même quand je suis arrivée à Paris, j'ai continué à faire un peu des matchs d'impro avec Alban Ivanov, avec Issa Doumbia, qui viennent de là aussi. Donc c'était. Et vous êtes tous toujours en contact? Ouais, on se voit tous toujours. On se croise, mais oui, forcément quand on commence. Moi, j'ai commencé avec Ben, Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari, tout ça. Oui, donc oui, on se croise, on se voit. Et quand tu décides de prendre cette voie-là, alors que tu étudies le journalisme, comment c'est perçu dans ta famille? Très bien. Ma mère a cette phrase très drôle, elle dit « Comment veux-tu faire avancer un âne qui veut reculer ?» Voilà. Mais non, très bien. Ma mère m'a soutenue dans tout. Et d'ailleurs, elle m'a fait le plus beau cadeau du monde. C'est que quand les Blancs Manteaux m'ont programmé à Paris, j'habitais encore à Lyon. Et je commençais le 7 janvier. Et sous le sapin de Noël, il y avait mes 100 premières affiches, mes 300 premiers fly et mon premier billet de train pour Paris.
Et donc elle m'a dit comme ça je ferai ad vitam aeternam ta première productrice. Et j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça très touchant. Et merci maman, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Vanessa Ferry pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Les avancées récentes les plus significatives dans la recherche sur l'autisme? On a eu différentes avancées qui se sont succédées par vagues. Je dirais qu'il y a 10 à 20 ans, les avancées majeures ont été faites dans le domaine de la génétique. On s'est rendu compte qu'il y avait de très nombreux gènes qui étaient impliqués dans notamment la manière dont les neurones transmettent l'information entre eux, et que certaines altérations de cette transmission de l'information pouvaient expliquer des fonctionnements cérébraux différents, et que les personnes qui avaient ces fonctionnements différents pouvaient, sous certaines conditions environnementales, notamment avoir des symptômes. Et puis plus récemment, on s'est intéressé à l'aspect sensoriel de l'autisme. Alors, il se trouve que c'est sur ça que je travaille, mais de fait, c'est là où je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées actuellement. On s'est rendu compte que ces manières de fonctionner et de traiter l'information différentes au niveau du cerveau se traduisaient chez les enfants les plus jeunes par des atypies du fonctionnement sensoriel, c'est-à-dire une manière de traiter l'information sensorielle qui est différente, et que ça pourrait constituer les tout premiers signes avant-coureurs des symptômes de l'autisme. Et donc on est vraiment sur une tentative de comprendre beaucoup plus précocement ce qui se passe dans le cerveau et, si possible, d'intervenir pour que ce fonctionnement différent ne constitue pas un handicap plus tard dans la vie de l'enfant. Les Petits Molières, un concours d'écriture engagé lancé en 2022. Absolument. À l'occasion du bicentenaire en fait qu'on commémorait de la mort de Molière, on trouvait que c'était toujours d'actualité de pouvoir poser des mots pour critiquer, mais poser des mots aussi pour s'engager et dire en fait, imaginer le monde qu'on souhaite quand on est un enfant. C'est un concours qui s'adresse aux élèves du primaire et du secondaire et qui, je le disais en introduction, a connu un succès retentissant cette année. Vous avez rassemblé 1200 classes et pas moins de 26 000 enfants, je crois. C'est incroyable, oui. On est passé de à peu près 15 000 enfants qui écrivent la première année à 26 000. Donc on a connu un succès, c'est vrai, assez fulgurant, sans doute en relation avec le fait que en fait, les enseignants doivent porter aussi une parole autour de l'éducation morale et civique, et qu'en fait, s'engager par l'écriture, c'est pas juste un exercice scolaire, c'est un exercice qui permet de s'engager en tant que citoyen et faire résonner sa voix. Et ça me paraît tout à fait fondamental en ce moment. Le message clé, néanmoins, qui peut être lu par des parents, et pas seulement d'ailleurs quand on a un handicap, mais là, en l'espèce, c'est le cas, et le message que vous lui adressez, c'est qu'elle vous a appris l'autonomie quand même, cette maman. Ouais, complètement, parce qu'elle a mis un peu ses inquiétudes de côté. Ouais. Et elle m'a laissé faire plein de choses. Et du coup, je la remercie. Je remercie aussi mon papa parce qu'ils ont eu ce truc de se dire qu'il ne faut pas la couver, il faut la traiter un peu comme les autres. Et donc, handicapé ou pas, albinisme ou pas, quasi-cécité ou pas, débrouille-toi dans la rue, débrouille-toi à l'école. Tu te débrouilles dans la rue, tu participes aux tâches ménagères, tu passes l'aspirateur même si tu ne vois pas. Enfin voilà, c'est wow. Très important. Et ça, vous lui en êtes quand même extrêmement reconnaissante. Oui, bien sûr, avec du recul, parce que quand j'étais plus jeune, je ne m'en rendais pas compte, mais en même temps, c'est en grandissant que je me suis dit, c'est fou quand même, elle m'a laissé faire ce que je voulais, et il y a un côté où si elle m'avait trop couvé, ou si elle m'avait dit, il faut que tu fasses attention à ça, j'aurais peut-être eu peur entre guillemets, de vivre ma vie, quoi. Donc non, c'est très... Son regard à cette moment, il compte quand même énormément. Vous quittez Lille pour Paris, pour faire du stand-up. Oui. Parce que vous ne voulez pas qu'à Lille, bon c'est grand Lille pourtant, hein, mais c'est pas si grand que ça, vous vous dites quand même si je mets quelques kilomètres, elle ne le saura pas. Oui, pas de bol. Pas de bol, je me suis fait griller, mais j'ai quand même tenu mon petit secret 1 an. Voilà. J'ai quand même tenu mon petit secret 1 an, et puis au bout d'1 an de Comedy Club à Paris, je me fais griller par une amie de ma tante qui va dans un Comedy Club, et elle parle à ma tante une semaine après, elle lui dit c'est marrant, j'ai vu une petite fille, elle est albinos, malvoyante, elle fait des blagues. Et elle dit en fait ça c'est marrant, c'est la description de ma nièce, donc voilà, c'est comme ça qu'on me grille. Et là, votre mère, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et là, ma mère, elle me dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais les études d'abord. En pensant que, évidemment, j'allais laisser passer cette petite folie de côté et que j'allais finir par faire mes études et travailler. Sauf que j'ai jamais lâché cette idée. Et donc,
Elle s'y est faite difficilement, mais elle s'y est faite. Justement, concernant la sensibilisation, vous préférez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Alors vu que je suis moi-même concernée, j'essaie d'éviter de voir le verre à moitié vide, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment énormément de retours de personnes qui me confirment quasiment jour après jour que c'est encore très très difficile de faire comprendre leurs besoins. Mais comme Nadège le dit très justement, je pense que c'est un problème culturel plus large, c'est-à-dire que au-delà de l'autisme, dire qu'à l'école, les enfants ont le droit de faire des pauses, de dire que c'est trop pour eux, qu'ils n'ont pas compris quelque chose, c'est un enjeu qui bénéficierait à tous les enfants, autistes ou non. Donc moi, je vois bien autour de moi que c'est de mieux en mieux, qu'on parle de plus en plus de santé mentale de manière générale dans notre société, qu'on parle de plus en plus de besoins, etc. Mais bien sûr, moi, je trouve que ça n'avance pas assez vite. Et comme le disait Nadège, je note vraiment qu'il y a un décalage vraiment énorme entre ce qu'on sait en théorie et la manière de l'appliquer de facto, parce que pour avoir parlé à beaucoup de profs, ils ont envie de bien faire en fait. Ils voudraient pouvoir accompagner chaque élève de manière plus individualisée, mais ils n'ont tout simplement pas le temps et pas les moyens. Vous diriez qu'aujourd'hui, notre nouvelle génération, celle que vous avez rencontrée dans le cadre de ce concours, on peut dire que c'est une génération engagée. Mais oui, et puis il y a l'idée véhiculée selon laquelle les enfants écrivent moins ou peu, ou pas, qu'ils lisent par rapport aux écrans. Exactement, qu'il y a une espèce d'invasion mortifère des écrans. Alors bien évidemment, il y a des pratiques qui sont sclérosantes pour la pensée. Scroller à l'infini sur TikTok, c'est sûr que c'est peu aidant en termes de déploiement de l'intelligence. Mais je suis frappée par le fait que ces enfants sont des enfants instruits, sont des enfants qui ont des choses à dire. Et je crois que plus que jamais, c'est une génération d'enfants qui va nous étonner et nous bouleverser parce que la réalité qui est la leur est une réalité à laquelle ils doivent faire face et parfois c'est terrifiant. Donc, je pense que la radicalité de l'engagement existe en effet dans cette jeunesse. C'est une chose dont on peut se réjouir parce que les combats sont nombreux. Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout pour cette nouvelle génération, pour le monde qui les attend et leur capacité à agir pour le meilleur? Je suis résolument optimiste car je pense, comme Montaigne, qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. J'ai l'impression que ces enfants sont des enfants qui manient toujours l'humour avec une dextérité qui nous étonne. Même au plus jeune âge? Même au plus jeune âge. Je suis admirative des enseignants corps dont je fais partie, mais qui, avec beaucoup d'abnégation, de dévouement, poursuivent en dépit des difficultés à les accompagner. Et ça, c'est une chose qui est très belle et qui donne beaucoup d'espérance aussi sur la façon dont la société va pouvoir se construire. J'ai découvert en vous lisant que vous êtes timide, une grande timide, team solitaire. Team solitaire, team même peut-être pas du tout sociable, hyper anxieuse de la société, team j'ai très peur de tout, complètement. Mais plus maintenant qu'avant, vous dites? Ouais, encore plus pas maintenant. Pas que vous soyez vieille, mais je veux dire, vous êtes moins jeune qu'avant, quoi. Non, si, je suis pas capable d'aller à un anniversaire où je connais personne, sans une personne que je connais. Je suis pas capable de me sociabiliser toute seule. J'ai très peur, je compte les minutes. En fait, je fais un effort intense pendant 20 minutes et puis après, il faut que je m'en aille, il faut que je me retire. Et vous montez sur scène? Ouais, mais c'est pas la même chose. Tout le monde me dit ça, mais c'est vraiment pas la même chose. Tout le monde me dit, je peux pas croire que t'es timide parce que quand tu joues devant des personnes, enfin, plein de gens devant toi, tu racontes ta vie, mais c'est vraiment pas la même posture en fait. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc, vous parlez de posture, parce que vous dites aussi que les rencontres sont compliquées, parce qu'avec les gens qui vous connaissent pas, la question de parler du handicap, de faire, dites-vous, le coming out, c'est une vraie question. Or, quand vous montez sur scène, le coming out, il est quasiment fait à l'avance. C'est ça. Soit il y a écrit handicapé méchante sur l'affiche, soit... Pas souvent, parce que les gens le savent parfois pas, mais en fait, comme moi j'ai une mini intro de spectacle dans laquelle je le dis dans la seconde où j'arrive sur scène, c'est un tabou, on passe très vite dessus. Et finalement, je prends un peu les gens par la main pendant le spectacle, mais c'est vrai que dans la vraie vie, quand je rencontre une nouvelle personne, il y a toujours ce coming out de me dire, à un moment donné, elle va fixer mes yeux, elle va fixer ma couleur de peau, elle va me dire... Enfin, on sait qu'il y a un truc chelou en me regardant, mais juste... Voilà. Mais pas forcément en plus, je me permets, je ne dois pas être le premier à vous le dire non plus. Mais non, mais je vois ce que vous voulez dire. Après, c'est des gens le remarquent, d'autres ne le remarquent pas. C'est ça.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette anxiété de se dire à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. Voilà pour cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette belle édition. Aujourd'hui, à la régie, en réalisation, c'est Romain Luc. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Et Julien Casqui qui nous a rejoints. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, Virginie. Merci pour les infos. On se retrouve certainement à la rentrée pour un prochain duo. Merci à vous tous. Très belle soirée à tous. Ciao.